Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jade Maréchal, fleurettiste de l'équipe de France d'escrime. Du haut de ses 20 ans, Jade fait preuve d'une organisation et d'un caractère aligné pour gagner. Estampillée comme espoir de son sport, avec dans le viseur la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, j'ai été bluffé par sa capacité à gérer sa vie comme son sport, c'est-à-dire avec précision. On aborde son début tardif dans l'escrime à l'âge de 10 ans, qui lui a au final été bénéfique, ses études à Kedge Business School et cette nécessité de prévoir un métier qui lui permette de vivre aussi de sa passion, les conférences qu'elle fait sur la performance en entreprise et justement ce lien entre le sportif et le collaborateur, et enfin ses meilleurs conseils pour entreprendre. Un épisode que j'ai adoré enregistrer avec Jade puisqu'elle dégage une énergie de dingue et elle est dotée d'une organisation épatante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Jade. Salut. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au Pompon. Avec plaisir. Je suis ravi de te recevoir. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Jade Maréchal. Je suis athlète membre de l'équipe de France d'escrime au Fleuret. Je m'entraîne actuellement à l'INSEP et mon club dans lequel j'ai commencé depuis petite, c'est le Bec Escrime, voilà, rue Pauline Kergomar, donc au centre de Bordeaux. Parallèlement, on va dire que j'ai un triple projet. Ouais. Donc en plus d'être escrimeuse, je suis étudiante toujours en école de commerce, en commerce international, à Kedge Business School à Talence. Et j'aimerais me spécialiser dans le domaine du luxe. Et puis mon troisième projet, c'est donc mon projet de conférencière. J'ai créé ma micro-entreprise dans la conférence. Donc je transmets les valeurs qu'ont pu m'apporter le sport de haut niveau dans le monde de l'entreprise surtout, parce que je dis que l'athlète est comme un collaborateur. On a des objectifs, on doit faire face au stress, à la pression. Un petit peu. Voilà, exactement. Ne serait-ce que légèrement, ouais. Tout à fait. Okay. Donc voilà, c'est un peu mon identité aujourd'hui. Ouais, c'est une belle identité. Forcément, on va parler beaucoup d'escrime, hein, évidemment, parce que donc tu as 20 ans, tu as même eu 20 ans la semaine dernière. Mais exactement, ça y est, la vingtaine. Pourquoi l'escrime ? Alors pourquoi l'escrime ? Parce que j'ai suivi les pas de ma sœur qui s'appelle Morgane. Elle a commencé à Paris, elle est vite venue sur Bordeaux. J'ai fait mes premiers pas sur les pistes d'escrime. J'ai pas pu en pratiquer jusqu'à mes 10 ans parce qu'elle voulait pas qu'on fasse le même sport. Ok. Voilà. C'est tout simplement. Tout simplement. Et en fait, j'ai fait du tennis. J'étais une catastrophe. J'aime pas les sports de ballon. Je suis nulle. Donc j'ai dû attendre, mais ça m'a permis d'apprendre le sport par les yeux. Je savais avant, très rapidement comment me mettre en garde. J'avais repéré certaines techniques. Donc en fait, j'ai gagné du temps dans mon retard, on va dire. Et lorsqu'elle a commencé ses études supérieures en architecture, j'ai pu prendre le flambeau et elle a dû arrêter par manque de temps. Ça marche. Et donc tu t'es mise directement au Fleuret ? Oui, tout à fait, parce que dans mon club, on commence souvent par le Fleuret, en fait, tout le temps. Et j'ai gardé cette arme parce que c'est l'arme qui est représentée en compétition dans mon club. Et moi, j'ai tout de suite voulu faire de la compète, donc je suis restée sur cette arme.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les 3 armes justement, parce qu'il y a l'épée, le sabre et le fleuret? Tout à fait, on voit que c'est un connaisseur. Exactement, en fait. Tout petit peu. J'ai pas ton niveau, mais je vois à peu près comment ça fonctionne. Oui, alors 3 armes, maintenant 4, parce que le sabre laser fait partie de la Fédération française d'escrime depuis septembre. Énorme. Voilà. Ok, je savais pas. Mais on parle plus généralement de l'épée, du fleuret et du sabre. La différence majeure, c'est la zone de touche. La mienne, c'est la zone la plus restreinte. On touche le ventre et le dos, alors qu'à l'épée, on touche partout. C'est pour ça que c'est l'arme la plus médiatisée, parce que c'est simple à comprendre. Voilà, il y a pas de convention. Tu touches, t'as un point. Alors qu'au fleuret et au sabre, il y a une histoire de convention. Qui attaque en premier? C'est plus compliqué. Et le sabre, c'est l'arme qui a la zone de touche. En fait, tout ce qui est au-dessus de la ceinture, donc bras, tête compris. Tout simplement parce que c'était l'arme de cavalerie. On était à cheval, donc on ne devait pas toucher son cheval, donc on touchait tout ce qui était au-dessus de la ceinture pour tuer son adversaire. Exactement, et pas le cheval parce que ça coûtait cher, c'est ça? Exactement. Je crois. J'ai bien retenu la leçon, la leçon de début d'escrime que j'ai pu faire. Ok, et alors d'où tu sors ce côté hyper compétitrice? D'où ça te vient? De famille. En fait, je suis la cadette d'une famille de 6 enfants, 5 filles et un garçon. Donc évidemment, alors je suis la petite dernière. Donc j'ai tout de suite voulu rattraper mes sœurs et mon frère, voilà, faire plus vite, plus rapidement, plus efficacement tout ce qu'elles faisaient en fait. Donc voilà. Et puis mes parents m'ont tout de suite instauré cet esprit d'être premier. Voilà, des petits défis à la maison comme dans mes activités sportives. Ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai toujours eu la volonté de bien faire avant tout. J'ai le profil de première de classe. J'étais au premier rang. Je soulignais mes titres en rouge. Je faisais de carreaux de marge. Voilà, je suis ce type de personne. D'accord, ce type de personne. Très bien. Donc, j'avais besoin d'être la première dans tout ce que je faisais, quoi. Ok. Ça marche. Et comment se passent tes premières années d'escrime? Est-ce que déjà quand tu te mets à tirer, parce que pour le coup t'as observé pendant beaucoup d'années, et donc on dit tirer pour le coup et non pas jouer à l'escrime. Enfin on peut le dire mais c'est pas le terme ça fait un employé. Voilà, exactement. Et donc est-ce que déjà quand tu t'es mise à tirer, est-ce que t'aimais ça? Parce que pour le coup tu l'avais alors un peu fait peut-être, je sais pas, mais en tout cas pas en club encore. Donc c'est bien d'observer, mais après quand t'es sur le terrain c'est un peu différent quoi. Sur la piste, pardon. Ben exactement. Alors déjà je trouve que l'escrime c'est un sport extrêmement noble, extrêmement français. Donc c'est vrai que j'ai très rapidement eu cette sensation de fierté quand je mettais la tenue. Voilà, c'est un sport qui est 100% français, il faut le dire. À l'international, on arbitre en français. Donc voilà, très rapidement, j'ai toujours été fière de porter la tenue. C'est vrai que quand on commence, on rencontre des difficultés, surtout que j'ai commencé plutôt tard pour une escrimeuse. 10 ans, ça reste un petit peu tardif. Donc oui, au début, alors quand j'étais vraiment toute jeune, j'ai perfé assez rapidement en compétition départementale et régionale. J'ai eu un petit trou après quand je suis devenue adolescente. En fait, j'avais un gros problème avec la gestion de l'échec et du stress. Je suis quelqu'un de très émotive, donc du coup, dès que je perdais, je pleurais. Même avant de perdre, quand l'autre mettait plus de touches que moi, j'étais en larmes et j'ai mis beaucoup de temps à gérer ce petit problème. Et aujourd'hui, j'en ai fait vraiment ma force. Donc, c'est cool. Ouais, carrément. Et comment t'as fait alors? Oula, tellement de travail. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que, et je sais pas, après j'en parlerai aussi, mais j'ai vu quelques articles comme quoi on disait que t'étais jeune et que t'étais mature pour ton âge. T'aimes bien entendre ça ou ça t'énerve? Oui, non, c'est plutôt cool parce que c'est là où on voit peut-être le côté dernière d'une grande famille et c'est ça qui m'a rendue plus mature que les autres. J'ai un papa qui est extraordinaire, qui est très entreprenant et c'est peut-être lui qui m'a donné cette fibre-là. Donc non, je suis plutôt fière parce que ça veut dire aussi que mes parents m'ont transmis les valeurs qu'ils souhaitaient transmettre. Mais voilà, pour la gestion, oui, de l'émotion, ça a été plusieurs années, on va dire 3-4 ans, à apprendre à accepter l'échec dans un premier temps parce qu'on en passe par là, et ensuite à gérer la pression. Donc j'ai été accompagnée évidemment. J'ai un préparateur mental, qui travaille avec moi depuis 5 ans et qui m'a donné des clés, qui m'a appris à me connaître en fait et à accepter l'échec et à comprendre que c'est comme ça qu'on apprend quoi. Ok. Et d'ailleurs, j'ai lu que pendant tes entraînements, à la fin, tu prenais des notes.
Oui, alors c'est ce qui m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je le fais après l'entraînement, mais avant, je le faisais. J'ai commencé par le faire après les compétitions. Okay. Et le plus dur, c'est de trouver du. Alors, je prends un petit carnet. J'écris beaucoup. J'adore écrire. J'écris partout pour m'organiser, tout ça. J'écris beaucoup. Et donc après les compétitions, je me forçais à écrire 3 points positifs et 3 points négatifs sur ma journée. Donc quand on perd, les points négatifs, on les trouve super facilement. Ça vient tout seul. Il y en a plus que 3. Il y en a. Voilà, mais je me limite à 3 et j'essaie de trouver 3 points positifs. Et pareil, inversement, quand je gagne une compète, je mets 3 points positifs qui viennent plus facilement forcément, mais je me force à trouver 3 points négatifs. Et après, du coup, ça me fait un retour sur toutes mes compétitions, même sur plusieurs années, et je vois par exemple, dans mes bonnes journées, dans les journées où je suis très performante, et ben ça me permet d'avoir un retour. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ce matin je vois que j'ai pris tel petit déjeuner. Je vois que je me suis échauffée de telle manière. En fait, c'est peut-être ça mon profil. C'est peut-être comme ça que je suis forte. Donc, ça me permet d'avoir un retour sur mes expériences. Ok. T'es hyper organisée en fait. Moi, mais alors là, c'est peut-être ma. C'est la reine de l'organe. Hein. Disons que pour moi, c'est la règle numéro 1 de la performance. Pour moi, c'est comment je fonctionne. J'ai besoin d'être très très organisée. Mon entourage te le dira mieux que moi. Je suis vraiment intransigeante sur l'organisation. J'ai besoin de tout planifier, tout programmer, tout maîtriser. Donc je travaille sur l'adaptabilité parce que. C'est ce que j'allais dire parce que quand il y a un bug dans le système, comment ça se passe? Voilà. Il y a quelque chose qui se passe pas comme tu le souhaites, comme tu l'avais prévu, tu réagis comment là aussi? J'ai mis en place, disons que je gère le nouveau, je gère le non contrôlable. Donc j'ai mis en place pareil des petites stratégies à me dire ok, c'est pas grave, c'est pas comme ça que ça devait être, mais tout de suite en fait l'objectif c'est de se remobiliser dans retrouver un cadre que tu maîtrises. Quand tu es dans une situation que tu connais pas, par exemple, j'arrive dans un nouveau lieu de compétition, je maîtrise rien et j'aime pas ne rien maîtriser. Donc j'essaye de trouver des choses que je maîtrise. Je recherche la piste je connais ce milieu, donc j'y vais et là je me sens tout de suite un peu plus chez moi parce que je connais l'objet même si je ne connais pas le lieu. J'essaie de me rattacher à des choses que je connais quoi. OK. Voilà. T'as l'air, c'est ce côté organisation, moi, qui m'impressionne déjà là, en t'entendant. Tout carrément. En même temps, l'escrime, c'est aussi un sport, voilà. Très technique. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop continué. C'est très technique, c'est ça, mais c'est aussi le fait de, tout le temps hyper concentré, tout le temps viser pile poil à l'endroit où, tu vises quand même des cibles et surtout au fleuret. T'es encore plus précis. Exactement. Et puis l'escrime, c'est un sport génial. J'ai toujours dit que c'était l'école de la vie et je le dirai toujours parce que on se bat pas que contre un chrono ou que contre nous-mêmes. On a aussi un adversaire et un arbitre et un coach et l'environnement qui va avec. Mais c'est un sport qui demande tellement de confiance en soi, de respect de l'autre et de l'arbitre. C'est un sport qui est vraiment très complet. En plus d'être physique, il est extrêmement mental et technique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous faut beaucoup d'années avant d'être performant. On a tellement de techniques et d'expérience à assimiler que ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est clair. Et j'en parlais justement avec Fabrice Janet, que j'avais reçu il y a un petit peu de temps déjà, c'était le 4e épisode, et qui me disait qu'avant, on devenait... j'ai envie de dire excellent, un peu sur le tard, hein, parce que lui, il avait été champion dans les 30 ans, quelque chose comme ça. Oui. En tout cas, médaillé olympique, quand même. Et alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'un peu plus jeune, on peut y arriver aussi, quoi. Oui, parce que le staff, les méthodes d'entraînement ont changé. Aujourd'hui, la préparation physique est au centre du projet. Avant, on y prêtait un peu moins attention, donc on est mieux préparé, mais c'est dans chaque sport pareil. C'est sûr. Tu te souviens de ta première compétition ? Ma première, c'était dans mon club à Bordeaux. C'était mes premières compétitions. Mon maître d'armes organise chaque vacances la coupe du club. Donc je me souviens que j'avais gagné. Mais ma première grosse compétition, on va dire, c'était départementale. Pour moi, c'était l'échéance de l'année. Je m'en souviens très bien. Il y avait une super ambiance. En fait, les compétitions régionales sont souvent les plus amusantes quand on est jeune. Donc c'est un bon souvenir. Bon, très cool. Parce que et alors je me demande, mais donc est-ce que le collège, lycée, t'as suivi un parcours particulier pour faire en mode sport-études ?
Alors moi non. Ouais. Alors déjà parce que l'escrime est un sport amateur, donc il faut un double projet et que moi j'ai eu la chance en fait de pratiquer mon sport dans un super club qui a tout d'un grand en fait. Il y a une préparation mentale, une préparation physique. On a même des coachs de boxe, des personnes pour nous aider à apprendre l'art de l'étirement. Enfin bref, j'avais pas de raison d'aller dans une structure à cette époque-là. Et puis je suis quand même très scolaire. J'avais envie vraiment d'apprendre plein de choses. Et derrière, j'avais des parents qui suivaient, ma maman qui faisait chauffeuse de taxi, voilà, pendant toute la journée, les allers-retours, les leçons. Non, vraiment, j'ai été mise dans un petit cocon qui m'a permis de garder un cursus classique. Ok. Et tes premiers résultats, on va dire niveau national, ça arrive à quel âge à peu près? Moi, ça arrive en cadet. J'ai vraiment commencé à perfer en cadet. Donc, cadet, c'est quel âge pour le coup? 16 ans. Plus. D'accord. Ouais, c'est ça. 16 ans. Mes premiers podiums par équipe en individuel aussi, parce que c'est un sport qui est à la fois en équipe et à la fois en individuel. Donc ça a été mes premiers résultats et mes premières volontés de grands objectifs, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À quel moment tu te dis, en fait, je peux aller plus loin? Je pense que comme tout le monde, on commence à voir plus loin quand on commence à comprendre qu'on peut faire de grandes choses. Donc voilà, quand on commence à avoir ses premiers résultats, mon rêve olympique a commencé en cadet, oui, je pense. Ok. C'est génial, j'adore mon rêve olympique. Mais c'est beau, non mais c'est génial. Je trouve ça fou. Et t'as rejoint l'équipe de France en 2019? 2018, la saison 2018-2019, exactement. Ça marche. Comment, enfin, quand t'acceptes, c'est ton rêve, hein. Enfin, j'imagine, ça fait partie de tes rêves. Oui. Rejoindre l'équipe de France d'escrime, enfin, c'est juste fou. Tu le vis comment? Comment ça se passe? Dire, il y a un truc de dingue, c'est que quand on est tout petit et qu'on voit les grands avec le drapeau bleu, blanc, rouge sur leur pantalon, on pense que c'est une finalité en soi. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte que c'est génial, mais c'est simplement une étape vers plus haut, quoi. Donc évidemment, c'est une énorme fierté, mais ça c'est rien de le dire. Je me souviens que quand on me l'a annoncé, c'est mon coach qui m'a appelé, mon maître d'armes, qui m'a annoncé la sélection officielle. Donc j'étais super contente, j'étais en cours et mais je savais qu'il devait m'appeler, donc je suis sortie de cours. Je me souviens avoir pris une feuille de papier A4, d'avoir écrit que j'étais sélectionnée en équipe de France sur le papier, et j'avais invité ma maman en sortant des cours à un café, et j'avais demandé d'ouvrir le papier que j'avais plié. Et elle était super fière comme moi, donc c'était vraiment une super annonce, mais que c'était que le début en fait. Ok, c'est ouf. Parce que donc oui, l'objectif, enfin, il y a plein de choses qui me viennent en tête. L'objectif, là, c'est Paris 2024. Exactement. Ouais. Et Tokyo 2020, c'était trop court. Et maintenant, 2021, c'est plus possible ou comment ça? En fait, donc l'escrime, c'est un sport de maturité. On y va, Fabrice Janet a été champion olympique à 30 ans. C'est plutôt un sport où on est médaillé tardivement, mais c'est pas impossible d'y aller tôt, hein. Mais aujourd'hui, au Fleuret Dames, il y a de sérieuses candidates qui participeront à Tokyo 2021. Donc pour l'instant, je prends exemple sur ces personnes-là, et puis je ferai partie, j'espère, de l'équipe pour 2024. Carrément, et j'espère aussi. Voilà. J'imagine, ça a l'air bien parti, mais bon, on sait jamais. Et justement, tes exemples, c'est qui? Est-ce que quand t'étais petite, c'est encore des exemples qui tirent aujourd'hui? Alors j'ai dit exemple, mais j'ai jamais eu d'exemple d'idole, de fan. J'ai jamais accroché une affiche dans ma chambre. Voilà, exactement. J'ai jamais fait ça parce que j'aime bien avoir mon escrime, j'aime bien imposer ce que je sais faire moi. Parce que tout simplement à l'escrime, on a la chance d'avoir des milliards d'escrimes différentes, même visuellement, alors qu'à l'athlé, quand on s'y connaît pas, on a l'impression qu'ils courent tous pareil. Mais à l'escrime, non, quoi. Chacun a sa façon de faire de l'escrime. Donc j'ai pas d'idole à proprement parler. Maintenant, j'ai des athlètes que je respecte énormément pour tout ce qu'elles ont pu faire en termes de résultats, en termes de résilience, d'organisation. Donc, je ne peux pas ne pas citer Isaora Tibus, qui est quand même la numéro 1 dans ma discipline, qui s'entraîne à l'INSEP et à l'étranger également. C'est un modèle pour nous tous dans sa manière d'entreprendre les choses. Elle est vraiment au centre de son projet, et donc c'est top et c'est honorable. Ouais, carrément. Et c'est quoi ton style alors de jeu? Alors moi, je suis une contre-attaquante. Ok. J'adore piéger mon adversaire et puis lui montrer que c'est moi la patronne sur la piste.
Contre-attaquante, oui. Et comment tu te... Alors déjà, j'aimerais qu'on explique aussi comment se passe un match. Pour le coup, oui. Bon, on va parler que de Fleuret. Mais comment se passe un match et comment... toi, à partir de quel moment est-ce que tu te mets dans ta bulle? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que... parce que pour le coup... routines. Ouais, tes routines, exactement, merci. Parce que pour le coup, alors moi, je regarde beaucoup le tennis. Et on a un nouveau champion. Bon, on a l'habitude d'avoir ce champion-là, mais voilà, c'est génial. Et ça me fait penser... mais c'est Gaël Monfils qui rentrait souvent avec des écouteurs sur le terrain. Voilà, donc quelle est ta routine avant de rentrer dans un match? Alors donc la première question, ouais. Comment se passe un match d'escrime, c'est le même pour le coup aux 3 armes. Donc c'est en 15 touches. Ouais. Après les temps varient un peu, mais dans mon arme c'est 3 fois 3 minutes. Ça c'est pour les phases finales de tableau d'élimination. Donc c'est un sport qui est plutôt fractionné. Mais c'est aussi une épreuve endurante parce que ça dure toute une journée. Ouais. On commence vers 8h le matin, mais bon, on y est 1h30 avant pour s'échauffer. Et on termine vers 17h. Donc ça fait quand même un assez grand volume de match avec toute la tension qu'il y a en plus. C'est vraiment très physique, quoi. Ouais. Et puis on se rend pas compte des 3 fois 3 minutes. Déjà, une fois 3 minutes. C'est ça. Faut pas oublier qu'on a plein de couches de vêtements sur soi. On a un masque. Il fait déjà chaud. Exactement. On est tout le temps en flexion, en train de sautiller comme ça. Enfin voilà, j'ai fait qu'une seule fois une compétition, c'était à Pau. Et voilà. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Et même quand j'ai commencé l'escrime au tout début, on sort, on est trempé, quoi. Parce que c'est hyper physique, quoi. Oui, et tout à fait. Il faut venir essayer pour s'en rendre compte. Parce que... Exactement, ouais. Donc voilà, ça c'est comment gagner, en fait. Il faut mettre 15 touches. Simplement une de plus que l'autre, ça suffit. Ça. On peut gagner à 15-14. Alors, sachant qu'au fleuret, on peut pas avoir de points simultanés. Enfin, tout à fait. Voilà, contrairement à l'épée où il y a des règles de convention. Exactement. Point par point. Voilà. Comme dans la vie, marche par marche. Exactement. Oh, c'est beau. C'est beau. Du coup, mes routines. Ouais. Alors, moi, je suis pas superstitieuse et j'essaye de ne pas l'être. C'est-à-dire que j'ai pas le t-shirt fétiche ou une culotte fétiche. Voilà. Vraiment, je suis pas comme ça parce que je me dis si un jour je peux pas avoir mon objet fétiche, comment je vais réagir? Ça me met une contrainte en plus que j'essaye de pas avoir. Par contre, j'essaie de faire des choses que je peux tout le temps faire. C'est-à-dire, j'ai un échauffement que je fais très souvent en compétition, qui sera toujours le même. Voilà. Effectivement, j'écoute de la musique. J'ai pas une seule musique pour les mêmes raisons, mais j'ai plusieurs musiques, une playlist qui me met bien dans ma compète en mode fight de boxeuse, quoi. Eye of the Tiger. Exactement. Elle y fait partie, tout à fait. Celle-ci quand on rentre sur un ring, j'ai envie de dire, mais là aussi sur une piste. C'est un sport de combat. Il y a quand même de l'énergie. Ah bah clairement, ouais. Voilà. Et puis alors moi, je me mets dans ma bulle très tôt et je dirais même la veille. J'essaye de me rendre sur le lieu de la compétition la veille, et puis prendre des marques en fait. Tout simplement être sur le moment présent. Ça c'est ma guideline sur tout le week-end. Mais oublier toutes les bulles qui peuvent venir dans ta tête du style ok, quel résultat je vais faire, sur qui je vais tomber, si je perds ça donne quoi? Et ben en fait non, être dans le moment présent c'est faire abstraction de toutes ces petites bulles. Donc oui, je viens la veille tout simplement pour repérer elles sont où les pistes, la numéro 1 elle est là, la numéro 20 elle est là, ok, pour m'échauffer ça va être là, prendre des marques ces marques parce que pour les mêmes raisons j'aime maîtriser ce que je fais. Donc j'ai besoin de tout savoir. C'est génial. Mais tu perds aujourd'hui quand même de temps en temps, j'imagine. Ah ben oui, bien sûr. Donc t'arrives. Bien sûr. Oui, je perds mais j'arrive à rebondir plus facilement que quand j'étais plus jeune, quoi. Donc c'est devenu une force. Ok, génial. Et donc t'as intégré l'INSEP? Oui, cette année, ça y est. C'est génial ça aussi, non? Enfin, c'est aussi un gage de qualité à la fois et de reconnaissance pour ce que t'as fait, j'imagine. Oui, voilà. Alors on est dans le top 10 français quand on entre à l'INSEP. Il y a en fait c'est un vrai écosystème là-bas. Tout y est pour réussir. Leur slogan c'est terre de champions et quand on y va, on comprend vraiment pourquoi. Déjà c'est très moderne, les installations sont très modernes. On est à Paris, mais je vous assure qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être à Paris. Il y a de la verdure partout. On est assez à l'extérieur, donc ça c'est top. Et puis tout y est, l'alimentation est incroyable, les installations d'escrime, on a une salle par arme avec 10 pistes, enfin c'est génial. Ah oui, c'est énorme. Voilà, la salle, exactement. Non, parce qu'à Bordeaux, il y a le Bec où t'es et moi je suis au CAM, pour le coup c'est les deux clubs de Bordeaux quand même, et on n'a pas 3 salles avec 10 pistes chacune. C'est ça. Enfin, je suis jamais allé au Bec pour le coup, mais en tout cas. Non, nous non plus, voilà. Je t'assure. Je te le confirme. Voilà, il y a la salle de muscu est juste
juste géante. On a tout un staff médical ça fait vraiment la différence avec les clubs parce que en club on peut pas se permettre d'avoir un kiné en permanence, même si nous on a quand même des kinés mais qui sont pas là toute la journée. Là à l'INSEP c'est 24/24. On veut un rendez-vous chez un médecin, c'est dans l'heure, une radio, un scanner. Enfin, il y a vraiment tout un environnement qui tourne autour de l'athlète qui est ultra performant. Ok, ça doit être génial pour toi. C'est génial. Je découvre vraiment une professionnalisation du sport. Et puis en plus, on est en relation avec plein d'athlètes, donc ça c'est top. Bah oui, c'est clair. Faire son footing à côté de Teddy Riner, ça fait rêver quand même. Tu dois te sentir un peu petite à côté, un petit peu quand même. Parce que c'est un beau bébé. Voilà, exactement. Okay. Ouais, l'ambiance doit être folle pour le coup. Et c'est vrai que rentrer là-dedans, tu rentres dans une bulle de champion, quoi. C'est ça. Et puis l'ambiance est super bonne, même quand tu connais pas les sportifs. On se dit salut dans les couloirs. C'est toujours bon enfant, toujours un sourire. Donc c'est bien. Et tu le vis comment justement? Alors c'est un gros changement parce que moi c'est la première fois que je quitte le nid familial. Donc évidemment c'est compliqué. En plus je suis la petite dernière, donc t'imagines que pour ma maman c'est pas tous les jours facile. En plus je quitte mon club. Je suis loin de mon maître d'armes, même si on reste très très proche. Je l'appelle très souvent. Je reviens pour l'instant dès que je peux dans mon club pour retrouver mes marques parce que je suis un peu dans le flou. Donc je reviens souvent à la maison, mais je le vis bien parce que je me rends compte de la chance que j'ai déjà premièrement par rapport à d'autres escrimeuses et je me rends compte de l'opportunité que ça m'apporte. Je m'entraîne tous les jours avec ce qu'il y a de mieux en France, donc je peux forcément qu'apprendre. Et donc justement, c'est-à-dire que tu changes de maître d'armes pour le coup. Alors oui, il y en a un à l'équipe de France. C'est ça en fait, il y a les entraîneurs nationaux. Ils sont au nombre de 4 dans mon arme. Donc évidemment, on a de nouvelles mains qui nous apprennent une autre vision de l'escrime. Donc ça ne peut être qu'enrichissant. Ouais, mais ça te fait pas bizarre de changer après tant d'années avec la même personne? Oui, alors moi j'ai cette particularité d'avoir été formée dans un seul club et de m'y être entraînée pendant 10 ans. Donc forcément, j'ai vu qu'une seule main entre guillemets, même si j'ai croisé évidemment certains d'autres maîtres d'armes, j'ai quand même été formée sous la même école quoi, l'école du Bec. Donc ça fait bizarre, c'est sûr, il y a une petite période d'adaptation, mais en même temps là dans cette période de Covid, il y a que ça à faire. Donc c'est bien, s'adapter. Voilà. C'est en 2019 que, avec l'équipe de France, vous gagnez des médailles en Coupe du Monde. Oui. Par équipe. 2 en bronze et 1 en argent, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et toi, tu termines 14e en Coupe du Monde individuelle en Italie. Exactement. Comment ça se passe? Est-ce que c'était premier gros championnat? Alors donc là on parle pas de championnat, on parle de Coupe du Monde. Les championnats, il y en a c'est à la fin de l'année, championnat du monde et d'Europe. On a fait 4 cette année-là, c'était un super résultat, mais ça reste la médaille en chocolat. Donc elle m'a apporté énormément d'apprentissage, mais elle a pas été très facile à avaler tout de suite, même si ça reste un meilleur résultat depuis plusieurs années. Donc voilà, mais effectivement les coupes du monde, c'est autre chose quoi. C'est vrai que t'entres dans une salle où le matériel déjà est incroyable, les arbitres ils sont en costard cravate tirés à 4 épingles. Ah effectivement, c'est pas l'arbitre en jogging qu'on a l'habitude d'avoir sur les compétitions du Exactement. week-end. Donc forcément, on entre dans un nouvel environnement, mais qui fait très plaisir et qui te donne encore plus envie de combattre et de gagner parce que là tu te rends compte que tu tires pas que pour toi ou pour ton club, mais pour ta patrie. Donc forcément, t'as les yeux qui brillent bien plus et t'as une motivation qui est plus importante. Donc c'est vraiment c'est d'autres compétitions. Ah, tu m'étonnes. Ça aussi, ça doit être fou. Mais rien que le fait de dire de combattre pour sa patrie. Ça fait quelque chose. Et les médailles sont d'autant plus belles. Et en plus, par équipe, c'est juste incroyable. On est 4 en équipe et on partage vraiment la victoire. On partage même la défaite et on partage le match tout simplement. Et ça donne, ça écrit de plus belles histoires encore. C'est clair. Et donc là, t'es dans les 4 meilleures joueuses de fleuret en France. Voilà, en junior, je suis 2e au classement. Ma coéquipière Eva Lacheret numéro 1. Voilà, donc on a fait un beau parcours en junior. Moi, j'entre en senior cette année, donc j'entre chez les grandes. C'est génial. Voilà. T'entres en senior parce que par rapport à ton âge ou c'est à l'INSEP, le fait d'être à l'INSEP, ça te fait passer en senior? Non, c'est par l'âge. Alors par la force des choses, quand on est à l'INSEP, on est très souvent senior parce que pour les mêmes raisons, c'est un sport qui est plutôt tardif, mais on est senior quand on entre à l'INSEP généralement. Ça marche. Et t'as déjà tiré contre des seniors? Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? Parce qu'est-ce que justement on dit que on est meilleur sur le tard, mais est-ce que t'arrives déjà à avoir le niveau de senior ou pas encore?
sport Alors en fait, je tire en senior depuis que je suis en cadette. Okay. J'ai été championne de France en senior en N2 en étant cadette. Donc ça fait longtemps que je connais cet âge, cette catégorie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une marche entre junior et senior. Okay. Déjà physique. Ouais. Voilà, il y a quand même parfois 5, 6, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans d'écart. Donc forcément, surtout chez les mecs, on voit vraiment une différence. Mais la vraie différence que j'ai vue, c'est non pas sur le plan tactique, technique, physique, même si évidemment il y en a, c'est surtout sur l'expérience. Ouais. Les filles, tu leur mets pas 2 fois la même touche. Elles ont une expérience, une rapidité, une lecture du jeu qui est bien plus rapide qu'en junior ou en cadet. Parce que elles ont vu tellement de situations, tellement de jeux différents que tout de suite ça fait écho dans leur tête, dans leur stratégie. Elles répondent beaucoup plus facilement à une action que nous. Ok. Ah, donc ça va être hyper challengeant pour toi. Voilà, je sais sur quoi je dois travailler, c'est top. Et je reviens sur le côté hyper organisé parce que même t'organises tes repas si je ne m'abuse, tout ce que tu manges. Enfin, ouais. Oui. Ouais, en fait, ça rentre dans ma routine aussi. Avant une compète, une semaine avant, je mange différemment. Ouais. Dans mon quotidien aussi. Voilà. Ok. Et donc même, je crois que tu bois pas, tu fumes pas. Exactement. Je ne fume pas, je ne bois pas. Bon, j'avoue que pour mes 20 ans, j'ai bu une petite coupette quand même. De temps en temps, ouais. Et ça, c'est fou. Enfin, je trouve ça dingue. Je veux dire, dans ces années-là, d'être. Alors c'est à la fois organisé et en même temps, c'est vraiment t'as ton objectif en tête, tu veux l'atteindre et tu te donnes vraiment les moyens de le faire, quoi. Voilà. Alors c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des tas d'athlètes qui ont pas besoin d'avoir cette rigueur-là. Oui, je pense à Benoît Paire. Je reviens au tennis. Benoît Paire, je crois qu'il fumait, qu'il boit et qu'il le montre tranquillement sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait. Bon, après il était pas prêt pour Roland, mais ça c'est un autre sujet. En fait, voilà, chacun a ses objectifs et sa manière de les atteindre. Moi, je sais que j'ai besoin d'être cadrée, et j'ai besoin de cette résilience de me dire tu fais pas ça, mais c'est pour ça, tu vois. Donc pas fumer, pas boire. En plus, je suis en école de commerce, tu sais que c'est. Bah oui, j'en ai fait une aussi, donc je vois très bien. Voilà. Je n'ai jamais fumé, mais il m'arrive de boire de temps en temps. Voilà. C'est soirée sur soirée. Exactement. Et c'est vrai que j'ai fait une seule soirée dans tout mon cursus, c'était la soirée paramarraine, la première de mon cursus. J'étais pas encore en compète, mais voilà, ça me restreint pas, je me sens pas limitée, tout simplement parce que je le fais pour un objectif qui est à mes yeux beaucoup plus important qu'une soirée d'étudiants, quoi. Ok. Donc hyper mature. Non mais c'est vrai, je trouve ça génial. Et justement, à quel moment t'as eu cet objectif et te dire en fait, il y a certaines choses du quotidien, de la vie que je mets de côté parce que j'ai cet objectif-là en tête. Ça fait combien de temps? Je pense que j'ai toujours été comme ça. Après, on n'a pas, dans mes sœurs et moi, on n'a jamais été brimés. Enfin, on nous encourageait plus à avoir nos amis et tout. Mais moi, j'ai toujours été. Je comprenais tout de suite que j'allais être mature plus vite et j'allais réussir plus vite si je faisais mon travail plus rapidement ou que je passais du temps à réfléchir à des projets plutôt que à faire des sorties, quoi. Ouais. Donc après, je sais profiter de la vie, mais différemment. Je préfère me faire un bon resto le week-end avec mon copain ou faire un bon repas de famille pour les fêtes. C'est ma manière de profiter. Ok, ça marche, super. Et tu parlais d'études aussi, parce qu'il y a un point important, c'est que le fait de faire de l'escrime, tu gagnes pas forcément ta vie. Voilà. Tout simplement. Tout à fait. Voilà, il y a pas un quel chemin par lequel aller. C'est ça. Parce que j'en avais aussi parlé avec Fabrice, et effectivement, faut penser, déjà, j'allais dire à l'après, mais au pendant aussi quand même, parce qu'au final, tu gagnes, mais quand tu remportes des grosses médailles, donc ce qui est pas donné à tout le monde. Est-ce que là, tu peux nous en parler? Et toi, donc, ton projet pro aussi à côté que tu dois faire en parallèle, et est-ce que tu fais ton projet pro en parallèle parce que t'as pas le choix ou parce que t'as vraiment envie de le faire? Enfin voilà, c'est une question que je me pose aussi. Oui, alors il y a deux choses là-dedans. Effectivement, je ne gagne pas ma vie avec l'escrime et je ne gagnerai pas ma vie avec l'escrime. Je gagnerai ma vie grâce à la retombée médiatique d'une potentielle médaille, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je fais un double projet professionnel parce que j'en ai envie, parce que tout simplement, j'adore avoir une vie bien remplie. J'adore avoir un emploi du temps de ministre. J'aime beaucoup être occupée. Donc là, je suis des études de commerce international parce que j'adore les langues, j'adore travailler avec l'étranger, même si j'aime bien travailler en France, mais j'aime bien être en contact avec les étrangers. Et j'aimerais travailler dans le luxe parce que j'ai eu une expérience dans l'aviation privée lors d'un stage que j'ai fait dans mes études de commerce. Et j'ai adoré ce milieu, j'ai adoré l'exigence de ce milieu, les clients satisfaire des besoins qui sont parfois
vraiment original et tellement hors du commun que il faut être exigeant dans ce milieu-là, il faut être organisé, donc forcément ça me correspond. J'imagine. Voilà. Et puis parallèlement, ça me fait venir au fait que comme ça ne paye pas et que c'est un sport qui reste cher, qui reste coûteux, j'ai dû me débrouiller très jeune pour trouver des partenaires et des sponsors qui me permettaient de pratiquer à haut niveau. Et ça, voilà, c'est aussi grâce à mon papa qui m'a emmenée, je me rappelle, dans la première boutique à côté de chez moi, dans mon petit village à côté de Bordeaux. Je suis allée dans une boutique une épicerie et il m'a montré comment me mettre en avant, transmettre des valeurs, transmettre des objectifs. Et je me souviens de à quel point j'étais ravie quand j'ai ramené mon premier chèque. J'étais là, j'étais super contente. Et aujourd'hui, j'arrive à m'autofinancer. J'ai même engagé cette année deux agents qui s'occupent de moi, de mon projet. J'essaye de me professionnaliser d'année en année pour me concentrer que sur l'escrime. Ok, ça serait génial pour le coup. Enfin, je pense que t'es bien partie là aussi sur le sujet. Et justement, conférencière. Et oui. C'est ouf. C'est incroyable. Je suis venue à la conférence par le biais de ma recherche de partenaires. En fait, j'ai très vite compris qu'un don ou une aide financière, c'était pas dans un seul sens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais leur offrir à ces partenaires, à ces entreprises qui décident de faire partie de mon projet, pour que ce soit donnant-donnant. Et j'ai tout de suite pensé à transmettre, à organiser un événement. J'aime beaucoup le côté événementiel. Et j'ai commencé à faire mes premières conférences. D'abord de 10, 20 minutes, puis 45, 1 heure, de 20 personnes à 600 personnes. Voilà, j'en ai fait de 6 à 800 personnes. Je parle de la performance, en fait, du parallèle dont je parlais au début entre l'athlète et le collaborateur. Et je me suis rendu compte que ça plaisait, que les collaborateurs mettaient en pratique les petits conseils que j'avais moi à mon âge. Je suis pas, j'ai pas énormément d'expérience au niveau professionnel, mais en tout cas, je suis sûre que un employé ou un salarié peut prendre exemple sur un athlète de haut niveau parce que il y a tellement de choses à dire, tellement d'épreuves qu'on passe que je pense que c'est toujours intéressant. Ok. Et justement, ce parallèle, qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je te demande pas de nous faire la conférence d'1 heure maintenant, mais... Allez, c'est parti. Allez. Bon, si, c'est parti. Attention, parce que moi, je serais capable. Donc, qu'est-ce que tu leur dis, justement, ce parallèle? Alors, je leur dis que, en fait, je commence par leur expliquer mon parcours. Mes conférences, elles sont très interactives. J'essaye par le biais de visualisation, de les plonger dans des matchs. Je les plonge notamment dans ce match de la 3e place au championnat du monde. Je leur fais imaginer le cadre, le contexte. Je leur fais mettre la tenue aussi. Et donc, je leur fais réaliser d'abord des problèmes de la vie quotidienne qu'ils peuvent rencontrer eux aussi dans leur objectif. Ils ont un gros événement par exemple à créer. Je leur dis forcément vous allez rencontrer des obstacles, forcément vous allez avoir des deadlines, des moments de pression. Donc je leur donne des astuces. Ça passe par l'organisation, ça passe par la confiance en soi. J'essaie vraiment de le transmettre. Je leur explique que si t'as pas assez confiance en toi, t'allongeras jamais assez ton bras pour toucher l'autre. Et donc parallèlement, tu réussiras à mener à bien ton projet d'entreprise. T'as toujours eu confiance en toi? Non, mais j'ai appris et c'est pour ça que j'aimerais leur faire comprendre que c'est important. Et puis la communication, je dis toujours que c'est ultra important. Et je donne pour exemple, je mets en parallèle l'organisation et la communication en disant que typiquement quand j'ai un rendez-vous, je me note sur un planning, mais je le communique, c'est-à-dire que la veille ou le jour J, j'envoie toujours un petit message, c'est toujours bon à 18h. Ça évite les plans qui n'ont pas lieu, ça évite les oublis. Les déplacements pour rien et donc la perte de temps, d'argent, voilà. Donc voilà, ça tourne autour de ces 3 piliers. Je donne des petits conseils. J'essaye de leur donner des exemples très très concrets, notamment en termes de gestion de pression, gestion de stress. J'essaye de leur donner des petites astuces que moi je fais, un peu de visualisation, de respiration. C'est beaucoup d'échanges d'expérience en fait. Ouais, ok. Et justement là, tout ce qui est visualisation, c'est, je crois, beaucoup employé dans le haut niveau. Oui, c'est nouveau, mais c'est de plus en plus régulier. Ouais.
Et enfin, je dis dans les hauts niveaux, enfin, moi, il m'arrive de le faire de temps en temps et effectivement, ça fonctionne, c'est ouf. Enfin, ça fonctionne, ça aide en tout cas énormément à faire en sorte de pouvoir réussir. Là aussi, tu t'y es mis quand? Est-ce que ça vient de toi parce que tu te renseignes sur le sujet ou je crois que t'as une équipe qui t'entoure quand même plutôt conséquente? Ouais, exactement. Alors, c'est venu de mon préparateur mental, qui travaille beaucoup sur le dessin, l'image, en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez visuel également. Et très vite, moi, la visualisation, ça m'a permis de me projeter dans le futur, donc d'imaginer ce qui peut m'arriver, et donc de mieux l'appréhender. Exemple, je suis dans une compétition, je visualise autant la défaite que moi monter sur la première marche du podium. Comme ça, j'ai envisagé ce qui pouvait m'arriver et je suis plus sereine dans ma compétition. Donc pour moi, la visualisation, c'est plus ça. Te préparer à ce qui, à l'arrivée, quoi. Voilà. Quelle qu'elle soit. Exactement, la finalité. Ouais. Ok, c'est ça. Eh ben, chapeau. T'es aussi business développeur junior. Voilà, en fait, j'ai donc eu cette expérience lors d'un stage de 6 mois en aviation d'affaires chez Jetki. Ok, c'est dont tu parlais, Exactement. Donc en fait, j'ai découvert l'art de booster un chiffre d'affaires. J'adore ça, c'est challengeant comme le sport. Et puis aujourd'hui, je m'occupe du développement donc de mon club. Je suis community manager aussi pour un restaurant le bistrot Régent de Casteljaloux. En fait, j'adore avoir des défis de booster la communication, la connaissance d'une marque ou d'une enseigne. Ok, cool. Très cool. Et tu l'utilises pour toi aussi, parce que pour le coup, et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, on disait que ça coûte de l'argent, mais c'est à peu près 10 000 € par an en compétition, ou ça commence à augmenter? Ça commence à bien augmenter. Aujourd'hui, ma saison, elle me coûte 20 000 €, plus l'école. Donc, je suis à 30 000. Donc, c'est 30 000 à trouver, 30 000 à assumer. Et ça fait un peu de pression, mais c'est challengeant, c'est cool. Et ça me permet d'apprendre sur moi-même, d'évoluer, apprendre à se vendre, apprendre à communiquer. Donc, c'est plutôt un défi qu'une contrainte. Ok, Mais ça reste un sacré budget. Ça reste un sacré budget, c'est un salaire, quoi. Voilà. On va dire, à peu près, sachant qu'il y a tout le reste après, donc c'est effectivement assez conséquent. Et justement, comment tu vas aller chercher les sponsors? Comment tu les cibles? Alors, t'en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu as des cibles spécifiques parce que tu sais qu'ils sont déjà sponsors dans le milieu du sport ou pas plus que ça, ou c'est local, ou enfin voilà. Alors au début de l'histoire, c'était du porte-à-porte. Voilà, je toquais au petit commerce du coin. Après, c'était pas assez suffisant, j'avais envie d'aller voir plus. Donc ça a été du mailing, du phoning, j'ai fait des bases de données, j'ai réuni des infos. Je n'essaye pas d'aller dans des entreprises qui aident déjà du monde, tout simplement parce qu'ils ont déjà un budget alloué à ces personnes-là. J'essaye plutôt de trouver des entreprises qui sont avec les mêmes valeurs que les miennes, le sport, la femme, pourquoi pas, qui sont un peu sur une idée d'internationalisation, qui sont sur une idée de social, voilà, des personnes qui ont tout simplement les mêmes valeurs que moi. Et j'essaye d'aller dans des lieux où je peux rencontrer du monde. Par le biais de mon papa, j'ai eu l'occasion d'aller dans des salons, des soirées, et j'essaye toujours de rencontrer, d'aller à la rencontre de chefs d'entreprise, parce que on dira jamais assez, mais c'est par le contact que tout se fait, c'est le contact humain. Un mailing, un phoning, c'est après le contact humain. Donc voilà. On est bien d'accord, je le dis à chaque épisode, je crois. Donc, en tout cas, à chaque fin d'épisode, ça c'est sûr. Et après, j'essaie de le dire pendant. Pour toi, le Graal ultime, c'est la médaille d'or au JO? Ouais, pour moi, le Graal ultime, c'est la médaille d'or au JO, tout à fait, parce que ça représente tellement autre chose que ce jour-là. En fait, ce jour-là, c'est tellement rien par rapport à une Olympiade, donc à 4 ans. Il y a tellement de sacrifices, tellement d'entraînement, tellement de gouttes de sueur qui ont coulé. Voilà, donc c'est une finalité, mais c'est une tellement belle finalité que c'est le Graal. Ouais. Et justement, il n'y a pas un moment où tu te dis ras-le-bol du fleuret, ras-le-bol de l'escrime, ciao, bonsoir, quoi. Oui, il y en a eu. Il y en a eu, ça, c'est sûr. Parce que quand même, tu parles justement de sacrifices, et il y en a énormément. Et moi, c'est ça qui m'impressionne. Alors aussi bien dans Fabrice Jeannet que j'ai reçu, mais Vanessa Feuillade, qui est première danseuse de l'Opéra de Bordeaux, où là aussi en termes de persévérance, de sacrifice, et
Puis on est à peu près sur la même chose parce qu'au final, elle, c'est une représentation de temps en temps de danse pour énormément de travail. Là, l'escrime, pareil, quand t'es un sportif, au final, t'as pas non plus une compétition toutes les semaines. Et puis t'es pas vainqueur à chaque fois, loin de là. Donc, je trouve ça toujours assez impressionnant. Et donc, il y a pas un moment où tu te dis merde, ciao. Ah si, et il y en a eu plusieurs. Et je pense que, pour les sportifs que j'ai rencontrés, effectivement, c'est quelque chose d'assez fréquent. Surtout, récemment, non, quand même, parce que, en fait, je mets tellement de moyens dans ce que je fais que je me dis pas pourquoi tu fais de l'escrime, tu vois. Puis maintenant, j'adore ça, c'est vraiment ma passion. Mais quand t'es jeune, tu te dis, attends, là, je suis en train de pas voir, je vois pas mes copines pour ça. Je m'entraîne tous les jours, mais ça marche pas. En fait, c'est surtout le pas de résultat qui m'a dérangée. Quand j'avais pas trop de résultats, je me suis dit mais pourquoi tu fais tout ça? Et là c'est ton entourage qui te remotive, qui te dit qui te fait remarquer tout ce que t'as fait déjà. Regarde, t'as gagné cette petite compétition là, regarde regarde comment t'es heureuse quand tu ressors de l'entraînement et que t'es contente. Et donc je suis retournée à l'entraînement, mais ma plus grande période sans escrime, parce que je voulais arrêter, ça a dû être une semaine à tout casser. Voilà. Oui, donc ça va. Ça va. En 10 ans, c'est correct. Voilà. Et ça te fait quoi? J'avais vu des articles sur t'es un espoir, en tout cas, de médaille. Ça te fait quoi d'entendre ça? Ça me motive encore plus. J'ai envie de donner à ces personnes-là raison. J'ai envie je dis souvent que j'ai envie de rien regretter, et c'est vraiment ce que je me répète quand c'est dur, quand le poids que je suis en train de soulever à la muscu est trop lourd ou que la dernière touche de l'entraînement est vraiment épuisante. Je me dis attends, t'as envie de rien regretter, et j'ai envie de sortir de l'entraînement, de mes compètes, de ma vie, en me disant t'as tout donné. Je sais pas ce que ça donnera, si je réussis ou pas, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets parce que je pense que c'est dans le travail, dans l'assiduité qu'on est fier de soi et qu'on apprend. Donc si on donne tout, au moins on aura appris. Exactement, on aura essayé. Et c'est quoi ta routine d'entraînement justement? Parce que c'est des heures et des heures par jour. Oui, tout à fait. Comment se passe une semaine d'une championne? Alors, une semaine d'une escrimeuse de haut niveau, ça ressemble à quoi? On est sur un entraînement bi-quotidien. À l'INSEP, pour beaucoup de sports, c'est le cas, mais pour l'escrime, en fait, c'est un sport qui est assez complet. On a besoin d'être physique, mental, souple, donc ça demande un entraînement bi-quotidien. Alors, on ne fait pas que l'escrime tout le temps, parce que sinon, je pense que ça ferait un peu trop. Donc, on fait beaucoup de préparation physique, de la muscu, travailler l'explosivité, un peu de force aussi, mais bon, pas comme les lutteurs ou voilà. On a besoin d'être souple, on a besoin de faire un peu de cardio. Donc quand il fait beau, on va courir, et quand il fait un peu moins beau, on fait du vélo. Okay. J'allais dire, on va quand même courir. Oui, ça dépend des fois, mais j'avoue que ça nous arrive de courir même quand il fait pas beau. On fait un peu de boxe pour le cardio. Donc ça ressemble à quoi? Le matin, on fait généralement on part sur des blocs de 2 à 3 heures d'entraînement 2 fois par jour. Et puis après c'est très routinier, on se lève le matin, petit déj, à midi on mange. Et entre temps, faut trouver du temps pour travailler. Moi mes cours sont à distance, donc faut que je trouve des moments où je peux être efficace. En une demi-heure, je dois faire un travail que peut-être un étudiant normal mettra une heure pour le faire. Donc voilà, ça se rythme par le travail, le sport et manger, parce que j'adore manger. Quand même, organiser, c'est pas organiser ce qu'on mange, mais quand même manger. Ah oui, quand même manger. Et là, c'est toi qui décides de tes plats ou Alors, à l'INSEP, non. Il y a un self, mais bon, il y a tellement de choses que c'est quand même toi qui décides de ce que tu manges. Mais oui, en fait, je suis très très gourmande, j'adore manger bien. Je ne j'irai jamais dans un McDo ou un Burger King, sauf de temps en temps, mais ça me fait pas plaisir en fait. Je préfère avoir une assiette colorée. Je suis très sucre quand même, donc voilà, un petit dessert, ça me fait plaisir. On est deux. Mais oui, je choisis ce que je mange. J'ai été en contact avec un nutritionniste pendant un an, pendant une saison qui m'a mis en place une routine qui me va bien. Et puis maintenant, je m'auto-régule toute seule parce que je sais ce que mon corps aime, je sais ce que ma tête aime, donc voilà. Ok. Bébé, purée, c'est impressionnant. Non, c'est vrai. Moi, j'essaye d'organiser aussi ce que je mange. Et ben voilà. Alors, ça ressemble à quoi alors?
non, les questions ne se retournent pas sur ce podcast. Ah, Non, très bien, très bien. Non, je rigole. Non, ça pourrait, mais je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Non, justement, il y a des aliments que je dois arrêter de manger ou des choses comme ça, et j'ai du mal à m'organiser tout simplement. Et surtout, je prends pas le temps de connaître ce qu'apportent les aliments. Tu vois, pour organiser tout ça et bien répartir. Ouais, ça en fait partie, oui. Prendre conscience de ce qu'on mange. Parce que, non, mais pour le coup, je réponds en partie à ta question, et pendant longtemps, je me suis dit, je vais manger que des légumes de saison, c'est bien, voilà, et je bouffais en fait que des légumes quasiment, et donc, oui. C'est un autre problème. C'est un autre problème, effectivement, parce que je me suis dit, j'ai envie d'arrêter, d'être, flexitarien, ou un peu végé, voilà. Et en fait, je compensais pas du tout, l'arrêt, de viande, donc forcément, ça peut poser problème. Carence. Exactement, comme tu dis, carence. Donc, voilà, pour la petite histoire. Donc maintenant j'apprends, je me renseigne quand même, et effectivement c'est quand même assez utile de savoir ce qu'on mange, parce que c'est bien de manger bio, local, sain, tout ça, voilà. On est de plus en plus à le faire, et tant mieux. Mais après, il faut aussi connaître ce qu'apporte chaque aliment. Il faut composer son assiette. Exactement. Et ça, c'est pas une mince affaire. Ça. C'est intéressant. Hein, mais, voilà, c'est pour autant, c'est normal qu'il y ait des nutritionnistes, chacun son job. Exactement. Donc, bref, voilà. Tu t'imagines comment la suite? Alors, ça dépend à quelle échéance, parce que tu parles de l'année, mais oui, l'échéance pour toi, c'est sûr qu'elle est dans 4 ans. Alors cette année, cette année est un peu particulier, évidemment, faut le dire. On sait pas trop où on va. Moi aujourd'hui, la saison internationale ne reprend qu'en janvier. Okay. Donc ça fait beaucoup de temps d'ici là, parce que ça fait 10 ans que j'ai pas eu de trêve aussi importante que celle-ci. Ça fait quand même 6-7 mois qu'on n'a pas fait une seule compète. En plus de ça, j'ai pas eu mes Europes, pas eu mes mondes, pas eu mes France. Donc une sacrée année blanche. C'est un nouveau truc à gérer, ça, pour les athlètes. C'est clair. Donc cette année, tout bêtement, j'espère faire une compète. J'attends ma première compétition. J'espère à la fin de l'année pouvoir avoir bien grandi, parce que la première année à l'INSEP, c'est souvent ça, c'est souvent une année de transition, on apprend beaucoup, on grandit beaucoup cette première année, donc voilà, c'est plutôt une année où je vais voir ce qui va se passer, et puis en termes d'objectifs, là c'est très difficile de s'en mettre, parce qu'on s'en met et ça s'annule tout le temps, donc pour l'instant on laisse couler, on progresse sur des petits trucs techniques, tactiques, on est plutôt au jour le jour sur cette année en tout cas. Et qu'est-ce qui fait la diff entre la numéro 1 et toi, par exemple? Aujourd'hui, je dirais le fait qu'elle est vraiment acteur pleinement à 100% de son projet, en termes de choix d'entraînement, c'est-à-dire que moi je reste jeune, donc je reste encore à l'écoute de tellement de conseils, je regarde un peu ce qui se fait, alors qu'elle regarde je pense rien, elle fait ce qu'elle fait en fait, c'est tout, elle fait ce qu'elle aime, elle sait exactement comment elle est performante. Moi je sais comment je peux être performante, mais j'ai tellement d'autres choses à découvrir pour être encore plus performante. Donc ce qui est différent, c'est la manière dont elle s'entraîne, et c'est aussi l'expérience. Elle a fait beaucoup plus de compètes que moi, et donc plein de profils qu'elle a vus devant son fleuret. Donc voilà, l'expérience c'est peut-être ce qui est le plus différent. Quand même, ce qui joue beaucoup. Comme tu disais, effectivement, quand on a l'habitude de voir plein de personnes attaquer telle ou telle manière, au bout d'un moment, tu t'arrives à t'adapter beaucoup plus facilement aux futurs adversaires, quoi. Okay. J'allais dire l'endroit où tu te sens le mieux. L'endroit où je me sens le mieux. L'endroit où je me sens le mieux. Je dirais que je vais parler j'ai une activité qui me fait plaisir, que je fais quand j'ai besoin par exemple avant les compètes, je m'oblige à faire cette activité parce qu'elle me fait du bien et qu'elle me fait plaisir. Je cuisine un gâteau. Donc je dirais que je me sens vraiment bien dans ma cuisine. Avec tu cuisines quoi? T'as toujours le même gâteau ou non? Non, des pâtisseries, des sucreries quoi. J'adore parce qu'on n'a pas le visuel, mais tu t'es un peu fait ça en mode et des sucreries, c'est génial. Des gâteaux, des cookies bien fondants. On va faire une compète de cookies alors, parce que moi j'ai une recette assez incroyable. C'est pas vrai. Alors là, je retiens ça. D'une boulangerie new-yorkaise et qui sont très très connus pour leurs cookies.
tu vas me donner cette recette. J'avais chopé la recette, donc Ah ouais. On va faire un battle de cookies. Voilà, un battle de cookies. Ouais, donc c'est là où je me sens le mieux et c'est là où je reprends un peu parce que qui dit cuisine dit famille, je reviens chez moi, qui dit famille dit câlin, pas trop en ce moment, mais voilà, dit reprise d'énergie. C'est ça. Ok, ça marche. Et tes plus gros moments d'adrénaline? Ah, mais la compète, évidemment, je dirais le plus gros moment d'adrénaline, c'est les phases finales et surtout quand le noyau commence, quand le noyau commence à se resserrer vraiment, qu'on arrive sur les vraies phases finales, sur des pistes podium dans les championnats, là, l'adrénaline, elle est à son comble, quoi. T'es au pic de ton adrénaline et elle est hyper positive en plus. On parle pas de pression, là, on parle juste de ce petit rien que ton corps arrive à mettre en place pour faire des plus grandes fentes, pour être plus rapide que d'habitude, même plus rapide que tu ne l'as jamais été, et ça c'est incroyable. C'est ça, j'imagine tellement ça fait. Alors, je sais pas si Lion ou Lyon c'est le bon terme, mais est-ce que c'est ça un peu, c'est ça. Ou on est plutôt sur de la panthère, je ne sais pas. Ah, Lyon c'est bien, Lyon à l'escrime c'est bien d'être un lion. Ouais, c'est clair. Non, parce que c'est vrai que c'est ça, en fait, on imagine vraiment, puis on le ressent en tant que public. Pour le coup, c'est ces moments-là où il y a beaucoup plus de tension, en fait. Oui. Et c'est ça aussi. Enfin, c'est de la tension, de l'adrénaline. C'est les deux, et en tant qu'athlète. C'est ça. Il y a souvent du silence dans la salle. Le moindre bruit est perçu par tout le monde. Le moindre geste. Il y a un niveau. Mon maître d'armes m'a toujours dit ça, et t'arrives à un niveau où tu bouges ton adversaire bouge le petit doigt, tu le vois, quoi. T'arrives à avoir un champ visuel qui est tellement grand parce que t'as pas un bruit, parce que t'as 15 touches à mettre, et dans ces 15 touches, si t'es pas lucide à chaque millième de seconde, tu perds. Donc tu perçois tout, en fait. T'as les sens qui sont tellement éveillés, et c'est ça l'adrénaline, quoi. C'est fou. je le ressens en même temps. J'imagine juste t'entends ton cœur battre, en fait, et ta respiration. C'est ça. T'as chaud, tes muscles ils sont avec. Enfin, quand t'es dans une adrénaline positive, ton corps il fait qu'un avec toi. T'es super souple, super élastique. T'as l'impression de faire des fentes comme t'as jamais fait de ta vie. C'est génial. Ces moments-là, ils sont ancrés dans ta tête et tu t'essayes de les retrouver dans ta mémoire quand t'es dans le dur. Ok, carrément. Et justement, ton meilleur moment d'escrime? Mon meilleur moment. Moi je dirais l'année dernière, championne de France junior par équipe. J'aime beaucoup le par équipe parce qu'on partage des choses, des sentiments et des émotions qui sont décuplés. On est 4 toujours dans une équipe, et voilà, c'est une consécration d'une saison. En plus là, c'était un club, donc championne de France par équipe junior avec le Bec, et c'était extra parce que c'est l'aboutissement d'une journée, d'une saison, des heures et des heures d'entraînement, et puis ça fait plaisir pour le maître d'armes aussi, qui est coach de la journée, qui en plus on est des filles, donc il supporte nos petits moments d'émotivité dans la compète comme dans l'entraînement, donc c'est top. Ok, très très cool. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ce qui m'anime au quotidien, c'est ma détermination, je dirais. C'est-à-dire que j'ai choisi de faire un truc, je le fais. Et du coup, ça me pousse à être dynamique tous les jours. C'est aussi, tous les matins, j'essaie de me donner un petit objectif qui soit technique ou qui soit de la vie quotidienne. Ça peut être ranger ma chambre, voilà. Mais j'essaye de me donner des petits objectifs pour me dire le soir, ok, est-ce que t'as grandi aujourd'hui, tu vois? Est-ce que t'as évolué sur un point? Est-ce que tu t'es trouvée plus forte que d'habitude sur un point? Et c'est tellement cool de s'endormir sur une sensation positive comme ça. Donc, faut se la proposer, cette sensation. Faut se mettre des petits objectifs quotidiens. Et ça vient par des lectures? Ou t'as beaucoup parlé de ton père, pour le coup? Eh ben, ça vient de ton père aussi. C'est amusant que tu parles de ça parce que je lis très peu, mais quand je lis, c'est des autobiographies. Donc j'en lis quand même assez régulièrement. Voilà, des tennisman notamment, des autobiographies de sportifs, en fait, des gens qui parlent d'eux, de leur parcours. Martin Fourcade a écrit un bouquin, il vient d'en sortir un deuxième, mais j'ai beaucoup aimé le lire parce que même si c'est pas dans le même sport, tous les athlètes ont une importance à lire des livres d'autres sportifs, mais tous les gens lambda même, hein, parce que c'est ça. Tout le monde. Mais il y a tellement de choses intéressantes, de petits tips que tu peux choper de par-ci par-là, même des trucs ça se trouve quand Fourcade il a écrit son livre, il pensait pas m'aider dans un certain domaine en écrivant cette phrase, mais moi ça m'a parlé plus qu'à d'autres. Donc voilà, j'ai pas mal lu. Mon papa évidemment, qui est une source d'inspiration quotidienne. Et puis je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. J'essaye de prendre, c'est ce que je dis dans mes conférences. Faut toujours avoir une oreille attentive. Faut être un filtre aussi, mais t'as toujours du bon à attraper chez tout le monde, en fait, je crois.
On est bien d'accord. Oui, comme tu dis, mettre un filtre, parce qu'on entend plus de négatif que de positif en général. Donc, il faut mettre un bon filtre à ce niveau-là et choper que le positif. Exactement. On est bien d'accord. Top. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui ont envie d'entreprendre ou qui ont cette petite voix dans leur tête qui parle? Et alors, je dis entreprendre, mais pour le coup, enfin, donc des entreprenants, des entreprenantes, hein, c'est le sujet de ce podcast. Oui. Mais des personnes aussi qui se disent, qui vont dans un secteur où tu vois, enfin là on parlait tout à l'heure, avec l'escrime en elle-même tu vas pas gagner, c'est ta passion quoi. Enfin tu vas pas gagner. Si tu vas gagner des médailles, tu vas pas gagner ta vie en termes de monétaire. En tout cas pas via le sport directement, mais avec tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner C'est le conseil qui m'a fait le plus grandir durant ces dernières années. C'est mon papa qui me l'a dit. Et il m'a dit Jade, ne lâche jamais rien. En fait, ne jamais rien lâcher. C'est ce qui aboutit à tous les grands projets, autant dans l'entrepreneuriat du type professionnel que dans le sport. C'est ne jamais rien lâcher. C'est relancer tes prospects, tes clients. C'est toujours rebondir sur tes problèmes. C'est ne jamais rien lâcher sur ce que tu entreprends toi-même, les moyens que tu mets, c'est ne jamais rien lâcher, c'est vraiment une super phrase à se dire quand on est dans le dur. Okay. Toujours persévérer, on est bien d'accord. Ah ouais, persévérance. à fond. À fond. Bah, quand t'es athlète de niveau, la persévérance, je crois que t'as pas trop le choix. Sinon tu l'es pas, quoi, en fait. Donc, et tu parlais de Martin Fourcade, est-ce qu'il y a un ou une sportive qui t'inspire de ouf? Je dirais deux personnes. Martin Fourcade pour son côté je trace ma route. Ouais. Martin Fourcade, il dit qu'il a beaucoup d'amis, mais c'est quand il s'entraîne quoi. Ouais. Et je suis assez comme ça. Quand je m'entraîne. Peu importe ce que les autres disent, je trace ma route. Donc il m'a beaucoup inspiré sur ce plan-là. Et je dirais aussi Teddy Riner parce qu'il en impose. Et ça fait un peu bateau de dire ça, mais lui, c'est vraiment l'incarnation du sportif. En tant que centre et planète de son système solaire, quoi. Il est au centre du projet, il décide ce qu'il fait et il est super modeste et ça c'est génial. J'aimerais être comme ça si jamais j'avais son palmarès, quoi. Ouais, c'est clair. T'as déjà pu échanger avec lui ou avec l'un des deux pour le coup en étant l'INSEP? Il m'a encouragé lors de mon footing. Je pense que il m'a dit allez plus vite. J'ai dit ok. C'est vrai, il m'a encouragé. Je pense que c'est pas mal. C'est déjà cool. Exactement. Je me suis endormie en souriant ce soir-là. Teddy Riner m'a encouragé pour un footing. J'avoue, c'est stylé. Mais effectivement, c'est un bel exemple et ça me fait penser, il y a eu un documentaire sur France 2, France 3 sur Teddy Riner justement, tout à fait, qui est génial. Incroyable. Et je conseille tout le monde de le regarder parce que on voit que c'est une bête et en même temps quelqu'un d'hypersensible et c'est un ours. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qui se dit de lui d'ailleurs, c'est vrai. Et on voit, j'aime bien dans ce reportage, on voit les combats qu'on voit pas forcément quand on est le commun des mortels. Son poids, par exemple, parfois un combat de judo est plus simple que son combat contre les sucreries. Il explique. Donc il y a plein, quand on est sportif, on combat tellement de petits problèmes, de petits combats de la vie quotidienne. Donc on s'en rend bien compte. C'est clair. C'est quoi tes petits combats, toi, pour le coup? Mes petits combats, je dirais me battre contre la petite personne qui est dans ma tête, qui parfois a peur de perdre. Ça, c'est mon combat vraiment quotidien. Je dirais que c'est ça. Ok, c'est déjà pas mal. T'arrives à la battre. Faire taire cette petite personne. Oui. J'ai plein de petites astuces pour ça. J'adore. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel t'aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis quand même. Oui, donc parallèlement à tout ça. Ouais. Oui, bon, ce qui fait pas grand-chose. J'aime bien le projet associatif. Ouais. J'aimerais utiliser mon palmarès ou ce que je pourrais devenir pour faire porter une voix. Je fais partie de l'Académie des sportives, en fait le collectif des sportives depuis récemment, mais j'aimerais m'engager dans une asso et en fait j'aimerais porter la voix d'enfants qui se battent pour une maladie. Donc je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle Petit Cœur de Beurre.
et qui est vraiment qui est génial. C'est des enfants qui sont atteints de maladies cardiaques et qui ont un combat comme le mien, mais bien plus grave parce que leur vie est en jeu. Moi, ma vie, fort heureusement, n'est pas en jeu. Mais ils se battent pour un projet, ils se battent pour un objectif. Donc voilà, encore une fois, c'est comme le collaborateur, comme l'athlète, le malade se bat pour un objectif. Donc c'est important que les sportifs aient une voix à porter dans leur pratique à haut niveau. Et si ça peut aider le monde, que ça aide le monde. C'est beau. Voilà. Non, c'est génial. T'as plein de projets et tout. Ouais. Et voilà, bravo pour tout ça. Merci. Pour le coup. Merci. Eh bien, Jade, merci beaucoup. Eh ben, c'était un grand plaisir. Je sais que beaucoup de personnes te le disent pendant les podcasts, mais c'est vrai que c'est un grand forcément. plaisir. Non, en général, ça se passe bien. En tout cas, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir échanger. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc exactement. Moi, je parle des rencontres souvent et c'est ça qui nourrit, qui enrichit. Donc voilà. Donc merci d'y avoir participé. Et puis une grosse merde pour la suite, quoi. Enfin, je ne dis pas le mot. Ouais, mais je l'imagine. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Et non, parce que les jeux, moi qui suis un fan de sport, ça va être incroyable. Ouais. Et donc voilà, il y a encore un petit peu de temps. Surtout les Jeux de Paris 2024 à Paris, c'est fou, c'est fou. Génial. Ouais, pour un Français, pour un Français déjà en tant que spectateur, c'est dingue, mais alors en tant qu'athlète, encore. N'en parlons pas. Et écoute, j'espère te voir dans 4 ans sur la plus haute marche du podium. Moi aussi, c'est tout le mal qu'il faut me souhaiter. Exactement, c'est tout le mal que tout le monde te souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Jade, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Jade a un bel avenir devant elle et je voulais vous partager son parcours puisqu'au-delà des résultats déjà effectués, je suis impressionné par son organisation et sa détermination de championne que je trouve très inspirante. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à mettre 5 étoiles sur iTunes pour donner de la visibilité au pompon et vous abonner sur les différents réseaux sociaux afin de ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bonne semaine à tous!